bonsoir à ceux qui sont déjà là. Je vois qu'il est 19h04. Bon, bah, je propose qu'on démarre tranquillement, histoire Oui, de respecter un peu le timing qu'on s'est donné. Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis Lamine Camara. Je suis le fondateur et dirigeant de la société Fatala. Donc Fatala, en fait, forme tout simplement et certifie des développeurs informatiques pour pouvoir les placer sur des missions à l'international. Donc, nous sommes actifs au sein du programme HEC Challenge Plus Afrique, présent en Côte d'Ivoire, donc avec en partenariat des universités telles que l'Institut universitaire d'Abidjan et aussi actuellement un partenariat en cours de développement avec l'INPHB. Donc aujourd'hui, donc nous lançons toute une série en fait de webinaires sur donc les thématiques digitales, un peu les hot topics de ce monde digital. Donc pour vous donner un peu de clés et pour vous aider un peu à comprendre tout simplement avec la pédagogie la plus simple possible, comprendre ces notions-là. Donc aujourd'hui, on s'intéresse en fait à la blockchain. Donc il y aura d'autres webinaires à d'autres dates qui suivront. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance d'avoir Nicolas Caille parmi nous, qui est donc le CTO de DeFi Bank, qui a voilà, beaucoup plus d'expérience que moi sur ce sujet de la blockchain et qui va vraiment nous parler de ce sujet-là. Et donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions et de pouvoir interagir donc, avec lui directement. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions directement via voilà, le chat, donc les questions-réponses. Si tout le monde entend bien. Si quelqu'un n'entend pas bien, en tout cas, faites signe. Et sinon, je vais passer la parole à Nicolas pour qu'il puisse se présenter, présenter un peu DeFi Bank avant qu'on puisse démarrer la présentation sur comprendre la blockchain. Donc voilà, Nicolas. merci à toi. Bonsoir à tout le monde. Ravi d'être ce soir pour vous présenter ce premier webinaire, en tout cas sur la blockchain. Essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, de voir d'un point de vue pas trop technique, on va dire. Il y a quelques notions techniques à comprendre, mais essayer d'avoir une approche un petit peu business et de voir dans quelle mesure ça peut, on va dire, améliorer le monde ou en tout cas le changer dans une direction qui peut être intéressante pour vous, aussi bien au niveau de vos études, de votre carrière ou même pour vous faciliter votre vie de tous les jours. Donc, moi, je suis donc Nicolas Caille, je suis diplômé en France en informatique. J'ai un master en finance à Londres et donc depuis octobre dernier, je suis le programme HEC Paris Challenge Plus Afrique à Abidjan avec le projet donc de DeFi Bank qui est finalement une application pour rendre accessible à tout un chacun les services de la finance décentralisée que je présenterai brièvement tout à l'heure. Mais en gros, c'est utiliser ce qu'on appelle des stablecoins pour pouvoir avoir les services bancaires de base, donc le financement, le microcrédit, la rémunération des comptes, et également avoir accès à l'investissement en crypto, donc comme le Bitcoin ou Ethereum. J'ai passé 9 ans sur les marchés financiers. J'étais trader à Londres. Donc, je travaillais chez Crédit Suisse, Barclays et RBS. Après ça, je suis parti au Brésil en tant qu'entrepreneur et donc j'ai complètement changé de sujet. J'ai lancé un site d'e-commerce avec deux autres amis à Sao Paulo au Brésil pendant 6 ans et j'ai vendu mon business à la fin 2018.
J'avais eu un intérêt pour la blockchain, plus, on va dire, sur la partie supply chain, étant donné que bah, c'était un petit peu ce que je faisais au sein au sein de cette boîte de e-commerce. Mais finalement, mon background de financier m'a rattrapé. Et du coup, je suis allé travailler chez ING, donc une banque hollandaise à Amsterdam. Donc là, ça fait 3 ans que je bosse sur ces problématiques de blockchain et crypto, au sein plus particulièrement d'un projet qui s'appelle Pictor, qui était incubé dans le laboratoire d'innovation de ING. Et effectivement, DeFi Bank, qui est ce projet qu'on porte au sein de HEC Paris Challenge Plus Afrique. Donc voilà pour la présentation succincte, on va dire. Après, j'ai une petite clause de non-responsabilité, étant donné que c'est des cryptos. Donc, je vais vous lire ça rapidement. Donc, les avis exprimés pendant cette présentation et dans les diapositives qui suivent sont propres à son auteur. L'auteur ne garantit en aucun cas l'exactitude ou la fiabilité des informations qui sont fournies. Le contenu de ce document est propriétaire confidentiel et n'est pas destiné à être distribué à des tiers sans un consentement préalable écrit de l'auteur. Cette présentation a été préparée à des fins éducatives et ne représente en aucun cas un conseil d'investissement dans les actifs digitaux tels que le Bitcoin. Donc, ce soir, comment on va faire? J'ai essayé de préparer ce webinaire autour de la compréhension de la blockchain en 4 étapes. Donc, voir un petit peu les origines et la définition de termes qu'on peut entendre. Après, voir en quoi cette technologie est disruptive et ses applications. La partie 3, c'est celle-là qui sera un petit peu plus technique parce que ça reste de la tech et on a besoin si ce n'est de rentrer trop en détail, mais au moins de connaître quelques bases et avoir en tête quelques principes de cryptographie notamment ou de fonctionnement de mécanismes de la blockchain pour pouvoir bien aborder en fait les perspectives et comprendre toute la puissance de la blockchain. Donc à partir de là, on va voir un petit peu ce qu'on appelle un registre. C'est pas nouveau, hein. Là, le schéma que je vous montre à l'écran, c'est quelque chose qui date de 1964. Donc, en fait, Baran avait déjà modélisé d'une certaine façon les systèmes centralisés, décentralisés et distribués, juste par ce petit schéma. Donc, c'était bien avant que tout le monde ait un ordinateur chez soi, que tous les systèmes soient comme on puisse les connaître aujourd'hui. Mais il avait déjà commencé à schématiser et à préparer, on va dire, un travail académique sur la différence entre des systèmes centralisés, décentralisés. Donc, décentralisé, par exemple, ça pouvait être, je sais pas, un État, des régions, des départements, une ville, et un système distribué. C'est là où on voit que tout le monde se parle entre eux. Donc, ça permet d'avoir des moyens de communication qui peuvent être plus efficaces en fonction de la problématique qu'on va vouloir traiter. Il y a eu, donc, entre 64 et 91, 92, on va dire qu'il n'y a rien eu. C'est un sujet qui est resté totalement à part et pas beaucoup étudié d'un point de vue académique et du coup pratique. Mais seulement en 91, 92, on a eu ces premières notions de chaîne de blocs et de blocs en utilisant la cryptographie pour sécuriser des données dans ces blocs et un concept d'arbre de Merkle. Donc, l'arbre de Merkle, c'est un arbre cryptographique qui permet de garantir l'intégrité des données au fur et à mesure qu'on parcourt les branches de l'arbre, si vous voulez. Et pareil, entre donc 92 et 2008, il n'y a pas eu grand-chose. Puisqu'il a fallu attendre donc la fin, ou en tout cas après la crise financière de 2008 et le défaut de Lehman, pour que quelqu'un, alors on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes, jusqu'à aujourd'hui son identité reste secrète, mais sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, en 2008, il y a eu un premier white paper, donc un livre blanc sur le Bitcoin et l'implémentation du réseau Bitcoin en janvier 2009. Et donc, ce réseau est en fait un registre public, donc tout le monde a accès à ce qu'il y a écrit, où toutes les transactions du réseau sont écrites. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée, c'est de savoir, donc parmi les trois systèmes qu'on a vus, en fait,
comment on peut les comparer les uns les autres? Est-ce qu'il y a des choses qui sont meilleures? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont moins bien, les coûts, la maintenance, etc. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de catégoriser donc la tolérance à la faute, c'est-à-dire que si par exemple un des nœuds du système ne fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit bien que dans le système centralisé, eh bien, plus rien ne fonctionne puisque c'est lui qui détient toutes les données et les autres points du réseau vont demander de l'information à ce point-là. Donc, pareil, c'est toutes ces trois premières catégories, tolérance à la faute, la maintenance et la scalabilité, sont communes et chacun on va de centraliser à distribuer en améliorant à chaque fois la qualité pour ce critère-là. Ensuite, on a les coûts de développement. Donc là, la partie, il y a une partie qui est commune à tout ce qui est système décentralisé ou distribué versus la centralisation qui, elle, a un coût élevé puisque c'est une ressource pour pouvoir servir tout le monde qu'on doit faire. Et l'évolution, c'est pareil. En fait, on doit… donc là, c'est l'inverse, pardon. L'évolution pour un système centralisé est assez faible, alors qu'un système décentralisé ou distribué est élevé. Et ça, par exemple, on peut très bien prendre l'exemple d'une mise à jour. Donc, si on fait une mise à jour sur un système centralisé, on est obligé de le couper. Et donc, tous les éléments qui se connectent à ce système ne fonctionnent plus, n'ont plus accès aux données. Alors que sur un système distribué ou décentralisé, on peut avoir des mises à jour de certains nœuds, mais le reste du système continue à fonctionner. Donc, c'était aussi, ça reprend la tolérance à la faute, le point unique de faute dans ces systèmes centralisés versus distribués ou décentralisés. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu l'origine et l'historique de ces choses-là, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un registre distribué ou une blockchain. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on met derrière ces termes-là. Donc, une chaîne de blocs en français, blockchain en anglais, c'est un système en fait qui permet à des entités qui ne se font pas nécessairement confiance de se mettre d'accord quant à l'existence, la définition et l'évolution d'un ensemble de faits partagés. Et ce, bien sûr, sans l'intervention d'un tiers de confiance. Donc, ça ressemble c'est une sorte de forme de registre distribué. Aussi, vous pourrez voir dans la littérature, c'est appelé registre partagé. Et donc, on reprend les attributs d'un registre classique. Donc, comme sur un livre de compte, par exemple, on va avoir une origine, on va avoir une chronologie, on va avoir une finalité. Et c'est quelque chose on peut avoir un audit de ces lignes-là. Et en plus de ça, c'est complété par le fait que ce registre est simultanément enregistré donc localement, mais synchronisé sur un réseau d'ordinateurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler des nœuds ou les nodes en anglais. Et ça nous permet d'obtenir une décentralisation. Donc, il n'y a plus d'administrateur, il n'y a plus de chef du réseau. Le réseau fonctionne vraiment sans autorité centrale. On a, grâce à des systèmes de vérification de données, d'arbres de Merkle dont on a brièvement parlé tout à l'heure, l'intégrité des données, on peut vérifier tout ça. C'est une source unique. Donc, en anglais, on appelle ça golden source, c'est-à-dire que c'est vraiment la source unique de vérité. Et à partir du moment où tout le monde y a accès, on peut très bien se référer à ça et on n'a pas besoin d'avoir des copies locales de toutes les données pour les vérifier. Donc, ça optimise vraiment l'accès aux données. Et évidemment, le dernier point, c'est la partie traçabilité avec la transparence. Étant donné que c'est un registre public, il suffit d'utiliser des interfaces qui sont disponibles pour tout le monde pour pouvoir lire ce qui s'est passé et revoir cette partie d'audit et de traçabilité sur toutes les opérations qui ont été inscrites de façon immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer sur cette blockchain. Donc, ce qu'on doit retenir, l'idée, c'est, on a vu plein de petits points entre la partie centralisée, décentralisée, distribuée, les avantages, les inconvénients, enfin en tout cas la comparaison, et ce que c'était d'un point de vue spécifique. Maintenant, il y a 4 points principaux en fait. On va dire, pour moi, c'est vraiment la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations, et c'est ni plus ni moins une base de données avec juste les données qui sont immutables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer.
et qui a la particularité d'être partagé simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend donc pas d'un organe central, qui a également pour avantage d'être rapide et sécurisé. Alors, quand je dis rapide, vous allez me dire, oui, la blockchain Bitcoin, ça met 10 minutes pour inscrire un bloc. Oui, mais pour transférer de l'argent à travers des frontières, ça met plus que ça. Donc, il faut aussi relativiser toutes ces données de temps et ça dépend de ce qu'on veut faire. Et après, il y a des applications qui permettent justement d'accélérer ou au lieu d'avoir transaction par transaction qui est inscrite sur une blockchain, on peut faire ce qu'on appelle des batchs, donc des groupements d'opérations qui vont être inscrits une fois pour toutes. Et bien sûr, juste un point très important, c'est que la blockchain, ce n'est pas un champ d'application qui se limite aux crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum. Il y a vraiment beaucoup d'applications différentes dans différents domaines de ça. Donc ça, c'est ce que j'aimerais voir un petit peu maintenant avec vous. Donc, pour voir les applications comme technologie disruptive, on va voir en fait quels sont les potentiels de la blockchain. Donc, on a ce premier point de désintermédiation où la confiance est remplacée par une preuve cryptographique. Et on a donc plus besoin de tiers de confiance ou d'intermédiaires pour vérifier que telle opération a bien été faite, qu'on a bien reçu tel montant de tel jeton ou token, etc. Donc, ça permet en fait d'optimiser les coûts puisqu'on enlève des intermédiaires au sein de la chaîne de valeur. Ça a aussi l'avantage de pouvoir avoir la traçabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça améliore la transparence, ça permet de faire des suivis de provenance sur des poissons, par exemple, des poissons qui sont pêchés. On essaye de voir jusqu'au consommateur et on peut comme ça revoir toute l'historique de ces poissons. Est-ce que la chaîne du froid a été rompue, etc. Il y a donc une minimisation des risques de fraude. Le troisième point, c'est la rapidité. Donc, évidemment, les règlements, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des 10 minutes, c'est ce qu'on appelle du pseudo-temps réel. C'est juste le temps entre l'écriture d'un bloc sur la blockchain qui, en fonction de cette blockchain, peut prendre plus ou moins de temps. Donc, ça nous permet en fait de gagner du temps, surtout sur des opérations où là, qui prenaient jusqu'à 2 jours, par exemple. Il y a beaucoup d'opérations financières qui ont un temps de settlement de 2 jours. Et le dernier point de la blockchain, c'est tout ce qui est autour de l'automatisation. Donc ça permet d'améliorer l'efficacité. Ça nous permet aussi de programmer certaines tâches en avance. Donc, c'est un bout de code qui va pouvoir tourner et faire automatiser des tâches. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduction de l'erreur humaine puisque l'humain n'intervient juste avant que ces contrats intelligents, on va voir ça plus tard, soient écrits et déployés. Et après, l'humain ne fait plus rien. Donc maintenant, on a bien vu qu'il y avait ça. Les cas d'usage sont différents puisque on va avoir deux gros types de blockchain. Le premier, c'est la blockchain publique. Donc là, pour ne citer que les deux plus connus, ce sont le Bitcoin et l'Ethereum. Et ça, si on compare, c'est public, donc c'est Internet, et ça correspond à juste aller tout simplement sur Amazon et Google, pour prendre aussi deux noms très connus. Maintenant, on peut aussi avoir des besoins de blockchain ou de DLT. Donc, DLT, ça veut dire Distributed Ledger Technology. C'est une technologie de registre distribué, mais privé. Donc là, ça ne va pas avoir accès du tout à Internet. C'est un écosystème fermé. Ça repose sur des technologies qui sont différentes. Donc, on en cite là quelques-unes. Donc, Hyperledger Fabric, Quorum, Corda, qui sont des blockchains DLT privés. Et ça, à l'image de ce qu'on avait avant. Alors, je ne sais pas si des gens ont connu ça, mais avant, il y avait beaucoup d'intranets. Donc, c'était des pages web qui étaient disponibles qu'au sein de votre entreprise pour avoir des infos qui étaient confidentielles, on va dire. Il n'y avait pas de mot de passe ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous étiez sur le réseau de confiance, vous aviez accès à ça. Mais il faut bien faire attention, c'est vraiment deux choses complètement différentes qui n'ont pas nécessairement les mêmes mécanismes et qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Donc, à voir en fonction du cas d'usage, toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on a besoin?
Il y en a un, par exemple, la blockchain publique, il n'y a pas de coût d'infrastructure puisque c'est maintenu par tous les gens qui font tourner des nœuds. Si c'est une blockchain privée, là, on va avoir des coûts d'infrastructure puisque ça va être notre écosystème qui doit maintenir ce réseau. Donc, il y a différents usages. Là, j'ai pris un petit sondage qui était fait par Deloitte, un cabinet de consulting, sur les applications au service du commerce international. Et la question était de savoir sur quelles applications de la blockchain l'entreprise travaille. Donc, on voit qu'il y a quand même, plusieurs réponses étaient possibles, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la partie donc supply chain, ce que je disais, donc chaîne d'approvisionnement. Il y a là aussi la partie Internet des objets. Donc, ça fait du sens à partir du moment où on a besoin de pouvoir tracer des événements sur un container, par exemple, ou sur les poissons, comme je prenais l'exemple tout à l'heure. Donc, il y a vraiment différentes catégories dans lesquelles la blockchain peut avoir une application. Donc là, j'ai essayé de reprendre un petit peu les usages qui existent. Donc, je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais il y a un peu de tout, quoi. Il y a la partie supply chain, il y a la partie des douanes, il y a des parties énergie, il y a des parties poissons, donc tout ce qui est autour de la pêche. Il y a la partie authenticité sur les diamants. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a des trucs d'assurance. Donc là, l'assurance, par exemple, c'est un exemple très simple. On peut très bien avoir un contrat intelligent qui, lui, est déployé sur la blockchain et qui va vérifier si votre avion est arrivé à l'heure ou en retard. Et s'il est arrivé à plus de 4 heures de délai, eh bien, il va enclencher les clauses du contrat et vous faire un remboursement du montant qui a été défini auparavant. Donc, et tout ça, ça se fait de façon automatique. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Donc, voilà un petit peu pour les différents domaines dans lesquels on voit la blockchain arriver. Ça fait quand même quelques années que beaucoup d'entreprises commencent à regarder ça. Et là, désormais, il y a beaucoup de patrons d'industrie qui vraiment ont soit des labos d'innovation, soit des départements de recherche et développement et qui travaillent sur ces problématiques de blockchain, aussi bien publiques que privées, avec effectivement une certaine préférence pour la partie publique, étant donné qu'il y a beaucoup de coûts d'infrastructure qui sortent du domaine de l'entreprise. Donc maintenant, pour pouvoir garantir toutes ces choses-là, il faut qu'on soit sûr de la techno sous-jacente. Et donc pour ça, il y a quelques points ou concepts de cryptographie à voir. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir voir dans la littérature ou dans les articles. On va vous parler de fonctions de hachage autour de la cryptographie. Donc, je veux juste vous expliquer, sans rentrer vraiment dans les détails, mais à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est et pourquoi on utilise ça. Donc, en fait, c'est tout simple, hein, c'est juste une fonction mathématique unidirectionnelle qui donne, à partir du moment où vous mettez toujours la même valeur en entrée, vous aurez toujours le même résultat. Et l'avantage une des caractéristiques, c'est qu'elle est unidirectionnelle. Donc, quand on a le résultat, on peut jamais retrouver ce qui a été mis en entrée dans cette fonction. Donc, ça, c'est le concept très important à avoir. Donc, on a les données, on les met dans la fonction. À la sortie, on a une empreinte digitale ou ce qu'on appelle un hash, et c'est une succession de chiffres et de lettres avec une longueur variable en fonction de l'algorithme ou de la fonction mathématique qu'on a utilisée. Et ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'au niveau de la blockchain, on va pouvoir vérifier le contenu des blocs, donc éventuellement aussi cacher certains contenus d'un bloc, puisque une fois qu'on a cette sortie, ce hash, on ne peut pas revenir aux données qui ont été mises dans la fonction pour obtenir ce résultat-là. Ça va être obtenu pour les mécanismes utilisés pour les mécanismes de consensus. Donc ça, le mécanisme de consensus, on va voir un petit peu plus tard à quoi ça sert. C'est pour en gros donner l'autorisation à un nœud d'écrire des données de façon permanente sur la blockchain. Et également pour construire les arbres de Merkle dont on a parlé. Donc ça, c'est pour la partie auditing et vérifier que les données n'ont pas été altérées
quand on va d'un nœud de l'arbre à l'autre. Donc, ça, c'était le premier concept. Maintenant, le deuxième concept, qui est très important, c'est ce qu'on appelle la cryptographie avec clé publique et clé privée. Donc, c'est un moyen de sécuriser l'information en la chiffrant, en l'encryptant, sous un format non lisible pour l'humain. C'est une succession de chiffres et de lettres qui ne font aucun sens. Et seule la personne qui détient cette clé privée peut décrypter et retransformer ces chiffres aléatoires, on va dire, en quelque chose de lisible pour lui. Donc, c'est toujours utilisé avec deux clés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une clé privée et une clé publique. Comment ça fonctionne? On a une clé privée qui est unique. Elle doit rester à tout instant en secret. Donc, ça c'est vraiment la grosse clé et les gros enjeux de la crypto et ce qu'on appelle la custody, c'est de pouvoir garantir la sécurité de ces clés. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse où on voit que les gens ont perdu leur clé privée, du coup, ils n'ont plus accès au fonds, à leur Bitcoin ou à leur smart contract. C'est vraiment le détenteur de la clé privée, c'est celui qui détient les actifs digitaux qui sont inscrits sur la blockchain. Voilà, ça marche comme ça. Et à partir de cette clé privée, on dérive une clé publique. Et cette clé publique, alors là, c'est tout l'inverse. Et on peut vraiment la transmettre à tous les participants. Ça correspond à votre adresse. Alors, ce n'est pas exactement pareil, mais pour faire simple, c'est votre adresse Ethereum ou votre adresse Bitcoin qui permet de vous identifier de façon pseudo-anonyme, bien sûr, sur les réseaux. Et le gros avantage, c'est qu'à partir de la clé publique, on ne peut pas retrouver la clé privée. Et donc, c'est aussi utilisé dans des histoires de chiffrement asymétrique. C'est-à-dire qu'on peut très bien encrypter, chiffrer un document à partir d'une clé publique qui sera décryptée par la clé privée correspondante de la personne qui va recevoir ce document. Ou alors, on peut très bien nous-mêmes encrypter avec notre clé privée et utiliser la clé publique pour vérifier que c'est bien nous qui avions fait cette encryption. Donc, c'est ça qui est à l'écran. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans les détails à quoi ça correspond et un schéma d'utilisation de ces clés privées publiques. Donc, toujours d'un point de vue de chiffrement et comment ça se passe. Donc là, on a Bob et Alice. Donc, Bob, il a un document. Alice, elle a sa clé privée, là, la petite clé noire en bas. Et il veut envoyer de façon sécurisée un document à Alice. Donc, de quoi il va avoir besoin? Il va avoir besoin de la clé publique d'Alice. Il va pouvoir donc faire ce chiffrement du message ou du document ou de la transaction ou de quelle que soit la chose qu'il veut encrypter avec la clé publique d'Alice. Il va obtenir un message chiffré. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est une succession de chiffres et de lettres. Alice, elle va recevoir ce message-là encrypté, chiffré, et elle va utiliser sa clé privée pour pouvoir déchiffrer ce message. Et elle va retrouver le même document ou la même transaction, le même contenu que ce que Bob avait chiffré avec la clé d'Alice. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, à partir du moment où on a compris le principe de clé publique, clé privée et comment l'une peut faire versus l'autre, ça revient à faire ça. Maintenant, il y a un autre concept sur la blockchain qui est utilisé, c'est toute cette partie de signature digitale. Et là, c'est pour vérifier que c'est bien Alice ou Bob. Donc là, on va garder l'exemple de Bob, que c'est bien Bob qui a signé un message pour vérifier l'authenticité d'un message. Le message ou la transaction n'a pas nécessairement besoin d'être cryptée. Donc là, c'est le même principe. Cette signature digitale, il utilise le message ou la transaction, il utilise sa clé privée, ça passe dans une fonction de hash et on obtient ce qu'on appelle une signature digitale. Maintenant, la deuxième étape, qui est la même, même que précédemment, c'est la transmission du message qui est faite. Donc, on envoie bien sûr le message original plus la signature qui a été faite par Bob. Maintenant, Alice, elle
elle va s'occuper de vérifier cette signature. Et donc, elle veut vérifier que le message qu'elle a reçu vient bien de Bob, puisqu'elle connaît la clé publique de Bob. Elle va utiliser cette clé publique pour vérifier vérifier avec le message. Elle va calculer une sorte de chaîne de caractères à partir de la signature digitale qu'elle a reçue, de la clé publique du signataire et du message. Et si on a un hash et cette chaîne de caractères qui sont les mêmes, alors ça veut dire que la signature digitale est vérifiée. Donc, elle a bien pu prouver l'authenticité du message envoyé par Bob. Maintenant qu'on a ces points de crypto qu'on a couverts rapidement, parce qu'on peut faire un webinaire entier sur chacune des slides que je vous ai présentées, on va voir un petit peu les mécanismes de consensus. Donc ça, ce qu'on appelle le mécanisme de consensus, c'est ce qui permet à ce réseau pair à pair ou ce réseau de nœuds, avec cet algorithme de consensus, permet de valider des transactions selon différents critères en fonction du mécanisme. Et ultimement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir écrire de la donnée, de la data sur la blockchain. Donc, il y a plusieurs, enfin, il y en a beaucoup, il y en a même plus que ça. Là, je vous ai mis rapidement les principaux. Donc, là, ce qu'on appelle la preuve de travail, la proof of work, ça, c'est ce que a Bitcoin. Donc, ça, c'est énergivore, ça consomme relativement beaucoup d'énergie parce que ça correspond à devoir résoudre un puzzle mathématique, si vous voulez, dont la difficulté augmente au fur et à mesure, et surtout, plus le nombre de nœuds ou le réseau devient puissant en termes de puissance de calcul, plus cette difficulté va augmenter, donc plus il va y avoir de travail à fournir pour pouvoir résoudre ce puzzle. Il y a d'autres, donc le deuxième, c'est la preuve d'enjeu, le proof of stake. Ça, c'est ce vers quoi Ethereum tend d'ici quelques mois. Donc, c'est ce qu'ils appellent Ethereum 2.0. Et ça va permettre de réduire, par exemple, donc la consommation d'énergie dont je parlais de 95%. Mais il y a déjà des blockchains qui existent et qui sont nativement ou qui ont directement commencé avec cette preuve d'enjeu. Donc, par exemple, Tezos. Et là, vous êtes pénalisé si toutefois, c'est de la théorie des jeux. Hein. Donc, à partir du moment où vous êtes un acteur malicieux, ce que vous avez dû déposer pour pouvoir participer au système de validation, si vous faites des erreurs, vous êtes pénalisé. Et cette pénalité fonctionne de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'à la deuxième erreur, vous êtes pénalisé encore plus et ainsi de suite. Voilà. Après, les autres consensus, c'est plus des consensus pour les chaînes, les blockchains privées. Et on ne va pas trop rentrer dedans puisque c'était juste plutôt pour vous expliquer qu'il y en a d'autres qui existent, quoi, pour garder ça à l'esprit. Donc maintenant, on a vu comment les nœuds validaient, mais on veut savoir comment ça fonctionne en réseau. Donc, ces nœuds de validation, en fait, c'est juste une partie individuelle de la structure de données qui, assemblées, donc ces données assemblées, constituent une blockchain. Et un nœud, ça peut être n'importe quel dispositif électronique. À partir du moment où il a une adresse IP et qu'il est relié à Internet, ça permet de le faire. Alors après, ça va dépendre du consensus. Si le mécanisme de consensus, c'est le proof of work, donc la preuve de travail, l'imprimante, ça ne va pas fonctionner. Le téléphone, non plus. Mais un ordinateur ou des ordinateurs spécialisés, ça peut fonctionner. Par contre, si c'est du proof of stake comme avec Tezos, vous prenez les petits ordinateurs, les Raspberry Pi, les trucs qui ont été développés par Oxford ou Cambridge au UK, là, qui coûtent quelques dizaines de dollars, ça peut très bien fonctionner. Il n'y a pas de problème à partir du moment où vous n'utilisez pas vos processeurs. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on constitue à partir d'un nombre de nœuds un réseau de blockchain et une blockchain. Donc là, je vous ai pris un exemple aujourd'hui, ce matin, là, à midi, de Bitcoin et du nombre de nœuds de Bitcoin à travers le monde. Donc, il y a 15 042 nodes qui sont en train de fonctionner pour pouvoir participer soit au consensus, soit juste avoir les données. Il y a plusieurs types de nœuds aussi sur le réseau Bitcoin. On ne va pas rentrer dans les détails, mais surtout ce qu'on voit, ce qui est marquant là-dessus, c'est que c'est encore beaucoup en Europe, aux États-Unis, un petit peu en Amérique latine et en Asie. Et il n'y a pas grand-chose en Afrique, alors que même si on dit que c'est énergivore, il y a quand même beaucoup de soleil en Afrique et des centrales solaires. On a des amis dans le programme HEC Challenge Plus qui travaillent sur des projets d'énergie solaire.
Et si on n'arrive pas à la stocker ou si on ne peut pas la stocker ou s'il y en a trop, eh ben, éventuellement, ça peut être aussi une utilisation intelligente, on va dire, de l'énergie plutôt qu'elle soit gaspillée. Donc, maintenant qu'on a vu tous ces concepts-là, de blockchain, de signature, un petit peu de cryptographie, de mécanismes de consensus pour écrire les données, on va juste refaire le flux d'une transaction entre A et B, donc deux personnes. Il y a A qui souhaite envoyer de l'argent à B. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer un message cryptographiquement, bien sûr, disant, voilà, j'envoie tel montant à B. Cette transaction elle va être inscrite dans ce qu'on appelle un bloc et diffusée sur cette blockchain via ces nœuds qui, eux, vont, en fonction du processus de validation et du mécanisme dont on a parlé, valider cette transaction. Et bien sûr, une fois que la transaction est validée, elle va être inscrite à cette blockchain. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'inscrit? C'est que A, maintenant, la balance de A, eh ben, au lieu d'avoir 10, il n'a plus que 8 jetons, et B en a 2, parce qu'il y a eu cette transaction entre A et B. On a pu l'authentifier, on a pu vérifier que c'était bien A qui avait signé pour tel montant. Les nœuds ont joué leur rôle de validation. Et maintenant, tout ça, c'est traçable. C'est-à-dire que à partir du moment où ça a été inscrit sur la blockchain, on a des outils qui permettent de vérifier que la transaction a bien été validée. On voit qui l'a validé, on voit tout. En fait, il y a tout ce hash, par exemple, dont je parlais tout à l'heure comme concept cryptographique, qui, lui, est vérifiable à partir du moment où on connaît les adresses publiques des parties impliquées. Donc, voilà, en fait, c'est assez simple d'un point de vue flux. Hein. C'est juste derrière les mathématiques, la cryptographie qui est peut-être un petit peu compliquée, mais ce n'est pas ça l'important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment la puissance que permet cette cryptographie. On ne vous demande pas de réinventer la cryptographie. Il y a des cryptographeurs qui font ça, dont c'est le métier. Beaucoup de projets de crypto sont open source parce que justement, on veut que toute la communauté puisse avoir un regard et vérifier que ça se passe bien. Alors maintenant, il y a une autre caractéristique de la blockchain qui est importante, c'est ce qu'on appelle les smart contracts ou les contrats intelligents. Et ça permet, alors pas toutes les blockchains en ont, donc par exemple Bitcoin n'en a pas, mais Ethereum en a. Donc il y a une sorte de langage de programmation qui est disponible aux développeurs pour pouvoir déployer ces contrats intelligents. Donc en fait, ça correspond à avoir un protocole informatique qui lui va faciliter, vérifier et exécuter un contrat ou des actions préagréées dans le code. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'assurance, sur le remboursement en fonction de si l'avion arrive à l'heure ou pas, et c'est exactement ça. Et bien sûr, ces smart contracts, il y a toute cette cette logique d'affaires qui est intégrée automatiquement dans le code qui a été déployé. Donc, vérifier les conditions, récupérer les sources d'informations externes. Donc, ça, c'est par exemple, c'est l'horaire d'atterrissage de l'avion ou automatiser des procédés, des gestions de droits, obligations futures. Donc, ça peut très bien être un paiement mensuel que vous devez faire qui va être automatisé. Tous les, je sais pas, les 10 du mois, vous devez recevoir tel montant de token. Tout ça, ça va être automatisé sans aucune interaction humaine à partir du moment où le contrat a été bien codé et déployé. Donc, voilà, donc ça permet vraiment de voir toute la puissance de la blockchain. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi quelques limitations pour la blockchain. Donc, on a vraiment au début toute la partie pour toute technologie, au début, il y a une sorte de ce qu'on appelle de hype, de mode, où tout le monde va vouloir faire des trucs, mais sans vraiment se poser les questions, savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'une blockchain? Et dans la plupart des cas, en fait, c'était non. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de cette partie de désillusion. Et après, il y a à nouveau cette consolidation et cette réflexion qui se fait pour pouvoir avoir des projets qui tiennent la route. Et on arrive après sur ce qu'on appelle le plateau de productivité, où là, la technologie est mature. En général, c'est ça, c'est après une dizaine d'années, on commence à avoir des choses qui sont vraiment intéressantes, où on peut voir de la valeur pour des business. Mais effectivement, il y a quand même ces problématiques de savoir
est-ce que ça va être scalable? Est-ce qu'on va pouvoir ajouter des nœuds, des nœuds, des nœuds jusqu'à quasiment l'infini? Est-ce qu'on va pouvoir servir 7 milliards de personnes avec juste Bitcoin? Voilà, toutes ces choses-là. Après, il y a l'interopérabilité. Donc là, c'est quand on commence à multiplier le nombre de blockchains et qu'on a besoin d'avoir des opérations qui dépendent de l'une des autres. Comment est-ce que Ethereum peut parler à Bitcoin? Ou est-ce qu'on peut faire du Bitcoin vers Ethereum, vers Tezos et vice-versa? Donc, c'est toutes ces questions-là d'interopérabilité qui commencent, qui peuvent avoir leurs limites. Il y a évidemment la question de confidentialité, donc, puisque je vous ai dit que tout était public, dans ce registre-là, tout le monde y a accès. Il y a vraiment rien qui vous empêche de retracer toute l'historique d'un Bitcoin. Si le Bitcoin a été émis en 2009, quand ça a été lancé, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez récupérer toute l'historique de ce Bitcoin-là, ou de cette fraction de Bitcoin, hein, puisque c'est évidemment un token qui est fongible. Et le dernier point, c'est évidemment tout ce qui est la régulation, les lois, les banques centrales, est-ce que c'est autorisé? Par exemple, la Chine n'arrête pas d'autoriser, d'interdire les cryptos. Bon, ça change assez souvent. En Europe, il y a ce qu'on appelle, il y a la Banque centrale qui est en train d'essayer de faire des régulations. En Afrique, il y a la BCEAO qui est en train de travailler sur les problématiques de stablecoin, donc de jetons, de monnaie digitale. Ils sont en train aussi de regarder toutes ces cryptos. Donc, c'est quelque chose que les banques centrales ou les autorités financières regardent de très près et on ne sait pas encore, tant qu'il y a vraiment un cadre précis régulatoire, à quoi on sera amené demain. Donc maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on commence à voir un petit peu les perspectives potentielles de la blockchain, on veut savoir, OK, mais on s'en sert où et comment le futur va être fait de quoi? Donc, il y a un terme qui est assez récent à utiliser, ça s'appelle Web3. C'est l'autre mot, c'est le mot un peu plus à la mode pour dire crypto, mais ça revient plus ou moins à la même chose. Mais s'il y a vraiment un énorme changement de paradigme. Et pour moi, cette slide-là, cette feuille-là, ça va être, si vous en avez une à retenir, pour moi, c'est celle-là. Parce que ça correspond vraiment à ce changement de paradigme et à cette évolution que permet la blockchain. Donc, en fait, on a commencé avec Web 1, où là, quand on allait sur Internet, on pouvait que lire des données. On lisait un article, l'équivalent d'un article de blog, je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait un blog ou pas, mais en gros, on avait accès à l'information. Après, il y a eu la partie avec Web 2. Web 2, on pouvait lire et écrire. Donc là, il y avait un système d'interaction avec des bases de données, pour faire simple, où on pouvait stocker de la donnée et pouvoir y avoir accès dans un temps futur. Et maintenant, Web 3, c'est là où ça révolutionne la chose, c'est que Web 3, en plus de lire et d'écrire, on possède. C'est-à-dire que là, la donnée, elle est à nous. Puisque à partir du moment où vous avez votre clé privée, les actifs qui résident sur la blockchain, il n'y a que vous qui avez l'autorité pour pouvoir les transférer d'une personne à l'autre, pour pouvoir les décrypter si toutefois c'était des données cryptées et compagnie. Donc en fait, c'est vraiment ça qui révolutionne et qui va révolutionner le monde. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple tout simple de Web3, c'est qu'avec votre adresse Ethereum, au lieu de mettre un login password, vous pouvez utiliser votre portefeuille pour pouvoir vous loguer. Et à partir de ce moment-là, l'interface web va pouvoir aller voir sur le registre d'Ethereum tout ce qui vous appartient. Donc, il va pouvoir être capable de lister tous ces tokens-là. Tout ce que vous avez dans votre portefeuille, ça pourrait être comme ça, mais ça peut être des NFT, ça peut être des tokens de crypto-monnaie et compagnie. On a vraiment vous êtes propriétaire de votre donnée grâce à votre clé privée et personne d'autre que vous peut y accéder, bien sûr, à partir du moment où vous n'avez pas perdu votre clé privée. Parce que ça, on revient au problème de tout à l'heure. Donc, vraiment, gardez bien ça à l'esprit. C'est vraiment la dimension de posséder quelque chose et dont vous n'avez pas besoin de le conserver sur votre ordinateur, sur votre clé USB ou quoi que ce soit. C'est sur un système distribué, un réseau blockchain, mais seulement, il n'y a que vous qui pouvez y accéder.
Donc, des applications après de la blockchain, il y a la première que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle DeFi, donc la finance décentralisée, Decentralized Finance. C'est aussi ce que fait DeFi Bank. Nous on utilise certains de ces protocoles pour pouvoir offrir une rémunération du compte bancaire, accès à la crypto et compagnie. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une transition des systèmes bancaires traditionnels qui sont centralisés vers la finance pair à pair, donc peer-to-peer en anglais. Et grâce à la blockchain, alors ça a commencé sur Ethereum, et puis petit à petit, il y a eu d'autres blockchains comme Solana, comme Binance Smart Chain. D'autres blockchains commencent à aussi déployer des protocoles. Quand je dis protocole, en fait, c'est un smart contract. Hein. C'est toujours une entité qui est déployée sur une blockchain et qui permet d'interagir avec ses pairs. Donc, on essaye à travers Ethereum, on essaye de juste remapper et redéfinir tout ce qui existe dans un système traditionnel de banque centrale, d'argent, de banque commerciale, de banque d'investissement, de bourse d'échange, de brokers, d'assurance, de paiement, etc. Tout ça, ça va être redéfini et recréé sur un smart contract. Et un smart contract, par exemple, d'une bourse d'échange, c'est moins d'une dizaine de milliers de lignes de code. Et une bourse classique qu'on connaît, c'est plutôt des centaines de personnes qui travaillent. Donc là, il y a peut-être quelques ingénieurs qui sont utilisés pour développer ce code et le maintenir, le mettre à jour. Mais en dehors de ça, il n'y a plus de partie opérationnelle. Tout fonctionne par lui-même. Donc, il y a eu à fin janvier de 2022, il y avait plus de 4,3 millions d'adresses Ethereum. Donc, les adresses, c'est ce que je disais, ça correspond à une clé privée, si vous voulez. Il y a une petite transition cryptographique qui doit se faire pour passer de l'un à l'autre, mais ça correspond à ça, on va dire. Et il y avait une capitalisation de 105 milliards. Donc, c'est aussi au maximum, ça a dû être vers 180 ou 190 milliards de dollars de capitalisation. Il y a eu un petit peu de correction des marchés. Donc là, fin janvier, c'était plus que 105 milliards. Mais c'est quand même des gros montants. Et on a évidemment certains domaines qui sont vraiment privilégiés. Donc, toute la partie stablecoin, ça, c'est un jeton, un token, une version digitale d'un euro, d'un dollar, des choses comme ça. Il y a toute la partie donc trading, ça c'est ce qu'on va avoir pour avoir des bourses d'échange décentralisées, donc un smart contract. Après, on a toute la partie lending. Donc, le lending, c'est quand on va prêter de l'argent ou faire des emprunts. Ou à contrario, quand on fait un emprunt, en face, il y a quelqu'un qui va être rémunéré. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des rémunérations. Il y a toute la partie risk management qui est là, cette fois, tout ce qui est assurance, en fait, et ça va être géré via ces smart contracts. Il y a aussi des protocoles d'investissement qui vont être gérés via la finance décentralisée pour avoir accès à des coûts, réduire les coûts de friction, par exemple, mais aussi tout ce qui est dérivé. Donc, on va avoir des options, on va avoir des futurs, on va avoir tous les instruments en fait classiques de la finance traditionnelle sont vraiment transposés du monde de ce qu'on appelle la CeFi, la Centralized Finance, vers la DeFi. Et donc, c'est ce que je vous disais, quelques milliers de lignes de code versus des centaines de personnes à chaque fois. Le point d'après qui est à la mode, c'est tout ce qui est NFT. Donc, ça veut dire non-fungible token. C'est les tokens, les jetons non fongibles. Et qu'est-ce que c'est? En gros, c'est juste une unité de données qui est stockée sur une blockchain. Et le gros avantage, comme on a vu, je reprends tous ces petits points de cryptographie, de garantir d'un point de vue sécurisé l'authenticité des données, eh ben, c'est ça. Ça revient à avoir cette blockchain, elle certifie l'unicité et la propriété d'un actif digital. Et cet actif digital, il peut prendre plein de formes. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est un certificat d'authenticité pour un bien digital unique qui est sécurisé et vérifié par la technologie d'une blockchain. Alors, il y a aussi des NFT qui existent et qui sont ce qu'on appelle asset backed. Donc, ça veut dire qu'il y a une représentation physique qui existe. Et
ça permet pour des œuvres d'art qui existent déjà, des tableaux, des peintures, des photos, etc. Mais ça permet d'augmenter la liquidité de ces œuvres d'art via les NFT. Donc, un petit exemple tout simple, c'est de prendre le Mona Lisa, la Joconde. Donc, dans le monde réel, elle, qu'est-ce qui sert? On sait que c'est Léonard de Vinci qui a peint ça. Elle vaut tant, à telle valeur, on sait où elle est au Louvre. Et on ne peut pas la diviser, on ne peut pas la couper en deux et récupérer un bout de la Joconde. L'équivalent dans le monde digital, c'est, donc là, on va prendre une photo, par exemple, ce sera plus simple, parce que c'est digital natif. Et bien là, on va avoir ce NFT qui va dire, l'auteur, c'est telle personne, cette photo appartient à telle personne et elle vaut tant d'Ethereum. Et on va trouver des différents marketplaces, des bourses d'échange qui vont permettre l'achat et la revente de ces NFT. Et on appelle ça vraiment non fongible parce que c'est unique et on ne peut pas diviser. Donc, de la même façon que vous ne pouvez pas découper la Joconde, votre image, vous ne pouvez pas la couper en morceaux. Et d'un autre côté, on a toute la partie donc en bas de l'image, le cash qui, lui, est divisible. Donc, pareil que l'euro. En fait, quand vous avez un billet de 100, vous pouvez faire du troc contre 2 billets de 50. Et un billet de 50 vaut la même chose que l'autre billet de 50 qui est dans votre autre main. Donc, ça, c'est pareil. Et il y a l'équivalent sur la partie crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ether et compagnie. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Et donc, les domaines d'application de ça, on l'a surtout dans la partie d'art digital. Il y a la partie virtuelle de la mode, des vêtements de mode, des baskets. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Nike qui a racheté une société qui fait des baskets dans le monde virtuel. Adidas s'est lancé dedans aussi. Il y a toute la partie des petites cartes de collection à la Panini, là, des joueurs de foot et compagnie en version digitale. Mais il y a aussi des morceaux de musique, des vidéos. À partir du moment où on veut juste garantir l'unicité et la propriété d'un bien, on peut finalement faire quasiment ce qu'on veut avec un NFT. Ce n'est pas nécessairement une image. Et c'est là où, en fait, si vous vous souvenez, le graphique que je vous ai montré, où il y a vraiment la mode qui explose, après, il y a une sorte de période de désillusion, eh bien, c'est ça. Par exemple, un GIF ou une image, un avatar qui n'est pas nécessairement très beau, à un moment ou à un autre, c'est le genre de projet qui ne vont pas nécessairement exister pour longtemps. Par contre, ce NFT qui a été mis en place par Carrefour, qui permet de tracer de façon infalsifiable les poulets d'Auvergne, bah là, ça, c'est intéressant. Ou encore mieux, un diplôme que vous recevez en forme de NFT. Donc, ça, c'était vraiment pour combattre la fraude. Mais à partir du moment où ça a été envoyé à votre adresse, encore une fois, vous n'avez pas perdu votre clé privée, bah, vous l'avez tout le temps. Donc, et vous pouvez prouver à n'importe qui que vous êtes diplômé. Parce que même s'ils vous demandent, bah oui, mais cette adresse, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est la tienne. Bah si, en fait. Si on reprend la signature digitale, vous avez toujours le moyen, avec votre clé privée, de signer un message que lui va vous donner et lui pourra vérifier que c'est bien vous qui l'avez signé. Donc, il y a vraiment cette idée-là derrière le NFT pour pouvoir garantir l'authenticité et l'unicité d'un bien. Donc, en 2001, entre janvier et octobre 2021, il y a eu 27 millions de dollars qui ont été injectés dans tous ces NFT, mais seulement sur Ethereum. Il y a beaucoup de chaînes, de différentes blockchains qui ont des NFT. Ethereum, historiquement, c'est la chaîne historique où il y a eu tous ces smart contracts, mais les frais de transaction étaient assez élevés. Donc, souvent, les gens sont passés sur d'autres technologies de blockchain pour pouvoir réduire ces frais de transaction. Un autre point que je veux vous présenter, c'est ce qu'on appelle les DAO. Donc, c'est les organisations digitales autonomes. Alors, ça, c'est ce qui est en train de révolutionner pas mal de choses. C'est nouveau. On est encore à la période d'enfance, si on peut s'exprimer ainsi. Mais en gros, c'est une entité qui est née, qui existe sur la blockchain. Donc, quand je dis existe, c'est que c'est un smart contract. Et c'est collectivement détenu et dirigé par ses membres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'équivalent d'une sorte de fondation informelle
où l'organisation, donc cette organisation-là, elle source ses actifs d'une façon ou d'une autre. Elle récupère, on verra après ce qu'elle peut récupérer, mais surtout, il y a un vote pour l'utilisation de ces actifs parmi tous les détenteurs parmi ses membres. Donc, en fait, on a un système autonome qui permet de proposer un mécanisme de vote qui garantit que tous les membres ont le même pouvoir dans le processus de gouvernance, des actifs qui appartiennent à cette DAO. Donc, on a les 5 DAO principales et vous voyez, c'est pas 10 copains qui sont mis autour d'une table pour pouvoir voter sur certains protocoles ou quoi que ce soit. Donc, le MKR, c'est Maker DAO qui est le plus connu et un des plus gros. Et vous voyez, il y a quasiment il y a 800 000, un peu plus de 800 000 utilisateurs qui détiennent ce token. Et donc, ça leur permet de voter sur des propositions qui sont faites, un peu comme à l'Assemblée générale où vous allez, on propose une loi, on propose quelque chose, et vous dites si vous êtes d'accord ou pas, et votre voix est valable à hauteur du nombre de tokens que vous avez en fonction de votre poids, si vous voulez, dans le processus de gouvernance. Donc, j'ai récupéré quelques cas d'usage de cette DAO. Et là, on a donc les NFT, qui est le premier cas d'usage, où là, on va collectionner, organiser, incuber des projets de NFT, des artistes émergents. Et souvent, c'est pour chercher à faire progresser l'accessibilité du marché pour les créateurs et surtout à promouvoir l'expression d'opinion sans censure à travers là. On a dans un deuxième temps des protocoles de gouvernance. Donc là, c'est vraiment simplement de permettre aux participants de voter sur des propositions qui influencent le développement et l'orientation d'un protocole. On a la partie gestion d'investissement dont je parlais tout à l'heure aussi. Donc là, ça va être de pouvoir avoir accès à des opportunités prometteuses d'investissement, qu'ils soient sur la blockchain ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas nécessairement tout digital, mais en tout cas, les bénéfices seront répartis équitablement parmi les participants en fonction de votre participation. Il y a aussi ce qu'on appelle les DAO social DAO. Donc là, c'est des clubs exclusifs ou des communautés où il faut avoir ce token pour pouvoir accéder à une sorte de club un petit peu fermé. Il y a la partie subvention DAO qui sont pour des financements de projets. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment des gens ou des DAO qui financent des projets au sein de Web3 pour pouvoir vraiment développer cet écosystème. Et finalement, le dernier point que je veux voir avec vous, c'est la partie métaverse. On en entend beaucoup parler, Facebook a changé son nom. En gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va changer ma vie de demain? Est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que c'est vraiment juste, comme c'est dit là, un monde virtuel fictif? Et même la définition est un peu compliquée parce que personne n'est vraiment d'accord sur ce que c'est. Donc, on a effectivement un monde virtuel fictif. C'est pas nouveau. Hein. En 85, il y avait déjà des exemples de Second Life, Minecraft et compagnie qui existent toujours en Minecraft. Mais après, il y a aussi cette approche de dire c'est l'ensemble des mondes virtuels qui sont connectés à Internet et où on a une sorte de réalité augmentée ou avec les lunettes pour voir un peu ce qui se passe, se balader dedans. Il y a beaucoup de compagnies qui misent sur le métaverse. Donc, j'ai cité Facebook qui a renommé son nom, mais il y a beaucoup de marques comme H&M, Adidas, Nike ou des banques, dont des banques américaines, JP Morgan, Asiatic HSBC, mais il y a aussi MTN, et ça, ce sera sur ma dernière slide tout à l'heure, je vais vous montrer. Et un autre exemple, c'est donc ce métaverse, un des exemples du métaverse. Qu'est-ce que c'est? Il s'appelle Decentraland. Donc, vous voyez un petit peu sur l'image, vous avez vos petits avatars là en 3D et vous vous baladez dedans. Et donc, ce Decentraland, il a une sorte de token inhérent à lui-même qui s'appelle Mana. Et c'est une plateforme de réalité virtuelle sur Ethereum. Ça a été lancé en bêta en 2019 et ouvert au public en 2020. Et vous pouvez acheter des parcelles de terrain qui peuvent après ensuite être donc visitées, développées. Vous pouvez construire des immeubles, des bureaux et monétiser si vous voulez revendre et compagnie. Il y a une variété d'expériences interactives que vous pouvez faire. Il y a des concerts, il y a un festival de musique. Moi, j'ai participé à ça.
un festival dans le métaverse avec Deadmau5, avec, je sais plus, il y a Paris Hilton qui faisait un concert qui faisait DJ aussi. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Et donc, qu'est-ce qui rend ce Decentraland unique? Eh bien, c'est une DAO derrière. Ces décisions de gouvernance, elle est basée sur la quantité de mana que vous avez. Et quand il y a des propositions qui sont faites, vous devez voter pour dire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Et donc, ça représente un nouveau support artistique, des nouvelles opportunités commerciales et une source de divertissement également. Il y a même des gens qui reprennent. Donc là, on reprend les NFT de tout à l'heure. On avait un petit truc de mode là dont je vous parlais. Et bien là, votre avatar, donc vous voyez sur l'image, là, il a un pantalon bleu, il a une sorte de pull noir. Vous pouvez lui mettre des lunettes, un chapeau, un short et des tongs si vous voulez. Et ça, chacun de ces éléments-là, ça sera un NFT qui pourra aussi être échangé contre des tokens et monétisé, tout simplement. Et finalement, donc MTN en Afrique, qui est la première compagnie à avoir acheté un terrain. Alors, c'est un autre métaverse. C'est pas Decentraland, c'est Africa Care. Et MTN a acheté début mars ce bout de terre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dedans. Est-ce qu'ils vont faire une sorte d'agence commerciale? Vous pouvez aller demander des conseils, parler à un assistant ou aucune idée, je n'ai pas trouvé plus d'infos que ça. Si vous en avez, je suis preneur. Mais c'est vraiment quelque chose que les marques vraiment ont tendance aujourd'hui à développer parce que on avait tout le temps, beaucoup de gens disent que la finance, c'est pas sexy, c'est un peu embêtant. Et du coup, l'adoption de la crypto, si c'était via la finance, ça allait être très compliqué. Et là, on se retrouve à avoir une adoption via des marques, via des choses où les gens il y a beaucoup plus d'attrait pour le côté divertissement. Et donc, il y a une grande chance que ça ne s'appelle plus crypto, mais ça s'appelle Web3. Bottom line, c'est pareil. Mais ça permet d'avoir beaucoup plus de gens qui rejoignent la technologie blockchain, quelle qu'elle soit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair dans mes présentations. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts qui ne sont pas nécessairement faciles. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible, mais effectivement, il y a certains points, surtout sur la partie 3 là, de crypto et de caractéristiques, qui peut être un peu compliqué. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions en plus. Je ne sais pas si on a le temps de voir ça, mais voilà, voilà. Donc, merci pour votre temps et j'espère que ça vous a plu. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps et cette excellente présentation. Je pense qu'on voit en fait clairement tout l'impact de la blockchain, donc en partant vraiment du simple fait on peut identifier, tracer quelqu'un sur un réseau, on peut faire beaucoup d'autres choses derrière. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui vraiment nous donne plein de perspectives différentes sur ce que ça peut être demain. Donc, vraiment, merci pour cette excellente présentation. Moi, j'invite, si vraiment il y a des gens qui veulent poser des questions, rapidement, même si on n'a pas trop le temps, moi, je poserai juste une question pour si je me mets à la place d'un jeune qui veut un peu commencer dans la blockchain crypto, qui entend par exemple qu'on peut se faire arnaquer ou ce genre de choses. De quoi s'agit-il et comment on peut se prémunir de tout ça? Ouais, alors ça, c'est toujours le problème de l'arnaque, du scam. Faut s'éduquer d'une certaine façon. Donc, c'est bien de comprendre aussi tous ces concepts-là. C'est bien d'utiliser finalement des gros noms. Alors, je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas accès à Coinbase, à Binance et compagnie. Donc, il faut des VPN. C'est pas tout le monde qui y a accès. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Il faut pas aller sur des sites où il faut faire un petit peu une sorte de due diligence dessus et regarder s'il y a des reviews sur Internet, est-ce que sur les forums, ils parlent que c'est une arnaque et compagnie. Si c'est nouveau, en général, je déconseille. C'est pas le truc où vous voulez faire ça. Bon, après, nous, DeFi Bank, on va être nouveau,
mais on fonctionne pas de cette façon-là. On a tout un processus derrière qui va pouvoir vraiment garantir vos clés privées, votre application. Ce sera vraiment là où sera stocké donc les stablecoins en question. C'est vraiment ça à voir. Il faut s'éduquer. C'est comme tout, hein. Il y a vraiment une grosse part d'éducation qui est Mhm. nécessaire finalement pour comprendre ce qu'on fait et pas investir juste parce que c'est la mode. Moi, je dis toujours que par exemple, le Bitcoin, c'est pas une destination, c'est un voyage et on apprend au fur et à mesure. En fait, il va falloir être curieux, il va falloir essayer de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les intérêts. Et pareil pour cette démarche d'acheter, de voir chez qui il faut aller, où est-ce que je vais stocker mes bitcoins et compagnie. Pas nécessairement acheter tout d'un coup, par exemple, quand on achète du Bitcoin, mais plus avoir des stratégies, ce qui s'appelle en anglais, c'est dollar cost averaging. Donc, Mhm. c'est d'acheter au fur et à mesure un petit peu plutôt que d'acheter tout d'un coup, parce que c'est vrai que ça reste volatile, il y a beaucoup de risques, on va pas se mentir, hein, il suffit qu'il y ait une guerre, on voit ce que ça donne, il suffit qu'il y ait la Chine qui interdise, on voit ce que ça donne. Enfin bref, c'est encore, même si ça date de 2009, c'est encore récent. Et surtout, l'adoption n'est pas encore complète. En Afrique, c'est surtout les pays Kenya, Afrique du Sud Ouais. et Nigeria où il y a vraiment une grosse adoption. Mais toute la partie francophone, par exemple, et nous, c'est pour ça qu'on est venu faire DeFi Bank à Abidjan, parce que il y a vraiment une opportunité, si on fait bien son travail, de récupérer un marché qui est hyper intéressant. Ouais. Donc voilà, moi, c'est vraiment, encore une fois, s'éduquer, voir un peu ce qui se passe dans des forums, dans les machins et compagnie, et faire confiance aux gros noms. Si vous êtes passé par un VPN, eh ben ouais, c'est de passer par du Binance, par du Coinbase, par ce genre d'institution. Super, super. Merci beaucoup pour la réponse, Nicolas. Je pense que c'était vraiment très complet, très clair. S'il y a, je vois que, alors c'est Alexandre qui posait la question. Alors, je pense qu'en partie, il a répondu. C'est quelle est la stratégie de DeFi Bunk pour pallier aux hackers? Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a une partie, nous, on a deux parties dans ce que je vous ai dit. Vous avez la première partie où vous gérez vos clés privées vous-même. Donc ça, c'est au sein de votre application, c'est au sein de votre téléphone. Il y a des procédures de sauvegarde qui existent. Tout ça, ça sera décrit dans un article pour nous quand vous allez créer votre portefeuille. Euh, si vous faites hacker votre téléphone, oui, ça, c'est toujours le problème. Ou si vous perdez votre téléphone ou s'il se casse, il faut vraiment avoir ce système de sauvegarde quelque part de façon sécurisée. Après, pour la partie investissement en Bitcoin, nous, on a nos systèmes de custody qui sont décentralisés aussi. Donc, on utilise un système où la clé privée ne réside pas à un seul endroit. Elle est partagée entre plusieurs endroits et ça permet en fait de limiter ce single point of failure dont je parlais plus tôt. Pareil, en fait, à partir du moment où on parle d'actifs digitaux qui sont décentralisés, il faut avoir une solution idéalement pour ces clés privées qui est aussi, elle, décentralisée. Super. Ok, parfait. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense que on peut donc s'arrêter là. On va dire un grand merci à Nicolas pour son temps. Et donc, n'hésitez pas à donc, envoyer vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires, donc vous pouvez directement contacter Nicolas par mail. Et donc nous aussi, Fatala est présent aussi sur Abidjan. Donc en ce moment, nous lançons nos formations. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par des formations en développement, d'avoir des expériences pratiques auprès d'entreprises à l'international. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est quelque chose qui a déjà voilà, démarré sur Abidjan. Donc voilà, j'ai une dernière question qui me dit, alors comment se fera la parité de cette crypto? Alors,
Oui. Nous, notre vision, c'est de créer un actif digital qui est le franc CFA, mais en version tokenisée. Donc ça, cette parité, c'est 1 pour 1. Et pareil, c'est auditable et traçable. Donc l'idée, c'est de pouvoir vérifier à n'importe quel moment ou par un audit fait par un cabinet extérieur, de savoir combien il y a de tokens qui sont émis. Ça sera public. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a ce qu'on appelle des block explorers qui permettent de voir ça. Et d'un autre côté, d'avoir un audit du compte bancaire sur lequel vous auriez envoyé vos CFA comme on le connaît aujourd'hui. Et après, il y a toute cette partie investissement l'idée pour nous, c'est de pouvoir minimiser les frais de transaction. Donc, ça sera fait sur une partie de dollar cost averaging. À partir du moment où vous, entre guillemets, passez un ordre pour acheter du Bitcoin, nous, on va pouvoir exécuter cet ordre dans une certaine fenêtre de temps pour pouvoir vous permettre, nous, d'agréger les flux et de diminuer ces coûts de transaction. Parce que c'est vrai que surtout sur les petits montants, à l'heure actuelle, les frais de transaction sont quand même importants. Et donc, c'est dommage d'avoir ça à faire. Donc, on préfère passer par un système de l'équivalent d'une sorte de fonds d'investissement qui, en fait, va gérer des ordres qu'il reçoit d'achat de Bitcoin. Et ça, l'achat de Bitcoin, si vous allez sur le site de DeFi Bank, là, bon, il est en anglais. On va faire une version française d'ici peu. Mais il y aura toujours, et pareil dans l'application, il y aura le taux live du Bitcoin que vous pourrez voir, un petit graphique, le taux du jour, et puis voilà. Donc, au moment où vous ferez acheter, on ne va pas vous garantir que c'est à ce prix-là parce qu'il se peut que ça bouge entre le temps où vous voulez acheter et le temps où on va vous exécuter. Mais de toutes les façons, tout ça, ce sera traçable. Donc, vous verrez exactement en toute transparence à quel niveau vous avez acheté du Bitcoin. Et si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de tout ça, ça sera vérifiable sur la blockchain. Super. Bon, bah, parfait. Très bien. Donc, il n'y a plus d'autres questions. Donc, on va dire voilà, merci à Nicolas et puis à très bientôt. On va certainement peut-être organiser d'autres webinaires comme ça. Donc, voilà, si ça vous a plu, on vous enverra en tout cas des questionnaires et certainement on reverra Nicolas sur d'autres sujets. Ça Merci. marche. Merci à tous et merci à Merci. Fatala pour organiser ce petit webinaire. Merci. Au revoir. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.